Bonjour Xavier. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, super bien. Est-ce que ma caméra, est-ce qu'on me voit? Non, pas du tout. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe. Normalement, je me connecte avec l'ordinateur du travail. Mais là, c'est la tempête. Donc, sur la maison, j'ai pas pu... Le bureau est fermé, donc je n'arrive pas à activer ma caméra. Je ne sais pas pourquoi. OK, donc on pourrait garder juste l'audio. J'ai ta présentation à l'écran. On va attendre quelques minutes. Je vais fermer ma caméra, puis on va attendre un autre bon 2 minutes, 2-3 minutes, puis on commencera. Donc, sache que c'est déjà en train d'enregistrer pour pouvoir permettre les gens d'entrer. OK. Est-ce que c'est toi qui vas défiler les différents onglets ou est-ce que c'est toi? OK. Exact. Donc, tu as juste besoin de me laisser savoir que je porterai attention. Puis, il y a juste besoin OK. d'un petit rappel de temps en temps. Ça va? OK, ça marche. Mylène, je vais juste m'assurer que tout fonctionnait. Oui, ça semble bien aller présentement. Xavier, juste sa caméra ne fonctionne pas, mais on va le faire par audio. OK. Puis, est-ce que tu es correct pour le clavardage? Oui, j'ai accès présentement. Merci. Ah ben super. Avec bon atelier. Merci. On va juste attendre une autre minute, puis on commencera. Donc, bienvenue à l'atelier. Comment éviter les microagressions, les stéréotypes et le racisme dans l'humour. On va juste commencer dans une autre minute. Merci de votre patience. Donc, bonjour tout le monde. Je me nomme, je suis Mylène Besnet, leader du tactique qui représente le CECCE. Donc, il me fait plaisir de vous accueillir pour l'atelier Rire sans blesser, comment éviter les microagressions, les stéréotypes et le racisme dans l'humour, offert par Xavier Manga. Xavier, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille? Tout à fait. Parfait. Donc, je vais commencer par vous présenter l'animateur. Donc, Xavier Manga. Monsieur Xavier Manga est éducateur engagé, conseiller pédagogique en équité, diversité et inclusion au Conseil scolaire catholique Providence. Il est passionné par l'innovation éducative et la création de ressources inclusives. Il travaille à favoriser un climat scolaire respectueux qui valorise la diversité culturelle et les besoins uniques de chaque élève. Donc, bienvenue à tous. Xavier, je te donne la parole. Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter un peu quelques ateliers que nous faisons dans nos écoles. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer l'une des interventions que nous avons souvent dans notre école, axée sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit, je travaille au Conseil Providence en tant que
conseiller pédagogique équité d'éducation inclusive, comme on vous l'a présenté tout à l'heure. Et donc, dans le cadre de mes activités, nous intervenons très souvent dans les écoles suite à des demandes de services de direction où il y a un certain nombre de conflits entre les élèves. Donc, vous savez que nos élèves sont de plus en plus diversifiés. Si on regarde les élèves qui fréquentent les systèmes franco-ontariens, on peut se rendre compte que les chiffres, les statistiques nous disent que ces élèves-là viennent de 175 pays et ils parlent 75 langues différentes, ce qui veut dire que l'école doit s'adapter à cette diversité culturelle et linguistique. Et donc, nous considérons la diversité comme une richesse plutôt comme une source de conflit. Mais de temps en temps, cette diversité-là est source de conflit dans nos écoles puisque parfois les élèves ne se comprennent pas entre eux, d'où l'émergence de beaucoup de microagressions, de racisme. Donc, souvent, les élèves parlent de blagues, des préjugés et d'autres problèmes liés à divers types de discrimination. Donc, nous intervenons à chaque fois qu'il y a des problématiques de discrimination. Et en fonction du contexte, nous créons une formation de sensibilisation adaptée. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui sera de vous parler des microagressions et du racisme, et spécifiquement de ces deux aspects-là. Et aussi, nous parlerons par ricochet de préjugés et des stéréotypes. Nous verrons aussi quel est l'impact des microagressions, du racisme et des préjugés sur les élèves. Et enfin, l'idée sera de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut promouvoir une école inclusive. Alors, nous allons passer à la prochaine diapositive. Donc, le premier concept sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous, c'est celui des microagressions. Donc, nous définissons ici les microagressions comme vraiment des petites actions, des commentaires ou des attitudes qui, bien qu'apparemment insignifiants, peuvent vraiment être offensants ou blessants pour la personne qui subit cette microagression. Alors il faut comprendre qu'au début, les microagressions étaient vraiment axées aux personnes racisées noires. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle des microagressions, cela concerne vraiment toutes les personnes provenant d'un groupe marginalisé. Il peut s'agir de la race, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle, etc. Donc, ces personnes peuvent se sentir marginalisées, peuvent se sentir insultées, blessées en fonction des commentaires qui sont très souvent, et il faut aussi comprendre que souvent, l'intention n'est pas mauvaise, mais il faut faire la distinction entre l'impact, entre l'intention et l'impact, ce que la personne peut éventuellement ressentir. Alors, on va passer à la prochaine diapositive. Dans cette diapositive, vraiment, c'est une vidéo, donc on vous l'a partagée. C'est une vidéo qui explique un peu ce que sont les microagressions, comment est-ce que ces microagressions-là peuvent se faire ressentir au quotidien. Alors, vous pourrez regarder cette vidéo à la maison pour comprendre davantage l'impact et la définition des microagressions. Alors, donc, moi, juste laisser savoir aux participants, donc les liens vers les vidéos dont Xavier mentionne sont ajoutés dans le clavardage, comme vous l'avez certainement remarqué déjà. Parfait. Donc, vous sentez-vous libre de les regarder. Moi, je vais avancer. Comme ça, on pourra rester dans les temps. Alors, voici un certain nombre de microagressions que nous constatons très souvent dans nos écoles. Alors, la première microagression que j'ai présentée ici s'intitule « Tu ne peux pas être le super-héros, tu n'as pas la bonne couleur ». Alors, ici, il s'agit des élèves de la première année qui devaient interpréter ou lire l'histoire de Blanche-Neige. Et on peut bien comprendre que ce commentaire qui a été fait par un élève de première année, l'intention n'est pas méchante, encore une fois, et
c'est ce que cette fille, c'est ce qu'elle pense au moment où elle le dit. Donc, c'est très important d'expliquer encore une fois à des élèves de première année l'importance du fait que les héros existent sous toutes les formes et couleurs et que ce qui compte, c'est ce qu'on fait, pas ce à quoi on ressemble. Pas? Et on entend aussi très souvent le commentaire sur les cheveux. Donc, tes cheveux sont si bizarres, pourquoi ne sont-ils pas lisses comme les miens? Donc, là, encore une fois, c'est un commentaire qu'on entend très souvent. Et pourquoi c'est une microagression? Parce que, encore une fois, ceci va différencier la personne. C'est un commentaire axé sur la différence de la personne. Donc, très souvent, je suis tenté de répondre, mais mes cheveux ont leur propre personnalité et c'est ce qui les rend géniaux ou des fois, j'ai juste envie de dire ce que tu dis est un stéréotype parce qu'il n'y a pas une façon normale d'avoir des cheveux. Donc, chaque texture est unique et fait partie de la diversité qui enrichit le monde. Donc, ça, c'est l'intention, c'est ce qu'on veut dire à nos élèves pour les sensibiliser. On entend très souvent aussi l'idée de tu viens d'où, non, je veux dire d'où viennent tes parents, etc. Donc, on la pose très souvent. Et personnellement, on me la pose très souvent. Et j'ai travaillé dans une équipe multiculturelle, mais lorsque je suis avec ma collègue ou mon collègue qui est issu de la culture dominante, donc qui vient du Canada, cette question-là, on ne la lui pose pas. Donc, la vidéo que je vous ai demandé de regarder, c'est une vidéo qui nous explique que les microagressions ressemblent un peu à des piqûres de moustiques. Donc, une piqûre, ça va, 2, 3, 4, 5, ça commence à faire mal. Donc, si on m'a posé la question, tu viens d'où? Avec plaisir, je réponds. Mais peut-être que c'est la 5e ou la 6e fois qu'on me pose cette même question dans le mois ou dans la semaine, alors qu'on ne l'a pas posé une autre question. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'à un moment donné, cette question-là peut me déranger. Donc, j'ai tendance à répondre, en fin de compte, je viens d'ici, tout comme mes parents. Pourquoi est-ce si important pour toi de savoir d'où est-ce que je viens? Parce qu'on me la pose souvent. Donc, l'idée, ce n'est pas mauvais de poser cette question, mais l'idée, c'est de comprendre en quoi est-ce que ceci peut être une microagression, puisque la personne a l'habitude d'entendre cette question et à un moment donné, elle a envie qu'on lui pose d'autres questions plutôt qu'une question qui la différencie. Alors, l'autre aspect, c'est tu parles drôle, pourquoi ne parles-tu pas comme nous? Donc, c'est aussi lié au fait aussi qu'on parle beaucoup de l'accent. Je sais que quand je faisais mes études en France, j'ai souvent été moqué par rapport à mon accent. Donc, ceci, quand on me propose cette question, ça peut me faire penser à ces moments-là où on se moquait souvent de mon accent et où je n'étais peut-être pas si fier de ça, de mon identité, puisque mon accent me différenciait beaucoup des autres. Donc, je peux répondre que je parle différemment parce que j'ai une culture et une histoire unique et c'est ce qui fait la richesse de notre diversité. Et c'est important aussi, encore une fois, de respecter les façons dont parle chacun. Et les imitations, comme celles des personnes asiatiques, d'abord, c'est blessant et irrespectueux. Et ces imitations-là, qui sont sous forme de moquerie, perpétuent des stéréotypes qui peuvent faire réellement mal. Ce n'est pas parce que la personne sourit avec vous que ce stéréotype-là qui lui est adressé ne l'atteint pas. Donc, il est très important donc, de respecter les autres et effectivement, respecter les autres, c'est accepter les différences sans les tourner en ridicule, n'est-ce pas? Et la dernière microagression que je voulais vous partager, c'est encore une fois, je vous dis que ce sont des propos rapportés dans nos écoles. C'est quoi? Ça a l'air dégoûtant. Donc, nos écoles, encore une fois, j'ai dit que sont des écoles de plus en plus diversifiées. Et on peut voir que souvent, lors du dîner, il y a certains plats que des élèves peuvent sortir qui sortent de l'habituel, qui sont inhabituels. Et donc, des élèves sont souvent tentés de se moquer ou de faire des commentaires déplaisants, qui sont en réalité des microagressions, puisque c'est un plat de ma culture. Et même si ça te semble différent, il est important de respecter ce que les autres mangent, parce que ce qui est inhabituel pour toi peut être un vrai délice pour quelqu'un d'autre. Alors,
Alors, des fois, on me dit, mais tout compte fait, on ne peut plus rien dire. J'ai l'habitude de dire que c'est pas parce que souvent, quand on ne sait pas exprimer la difficulté d'une personne, quand on ne sait pas comprendre, quand on ne comprend pas la souffrance d'une personne, c'est beaucoup plus facile de la nier. Et j'insiste aussi sur l'aspect qu'il faut être tolérant. Donc, tolérant à la frustration, comme on dirait un peu à nos enfants qui sont souvent frustrés à la maison, à qui on dit qu'il faut être tolérant. Donc, il faut aussi être ouvert et tolérant à la frustration. Alors, la prochaine vidéo qu'on vous a mise sur... Xavier, je t'arrête pour un moment. Il y a une question dans le clavardage. Je te la lis. Quand on Oui. parle d'un groupe marginalisé, est-ce qu'un ou une franco-ontarien, franco-ontarienne dans un contexte minoritaire en Ontario peut être considéré être victime de microagressions? Oui, tout à fait. C'est vraiment, ça concerne vraiment toute personne qui évolue dans un milieu où cette personne-là se sent minoritaire. Et donc, du coup, marginalisée et qui peut se retrouver dans une situation où des affinités vont se créer et cette personne-là va se retrouver ostracisée ou va se retrouver vraiment marginalisée dans cette situation-là. Alors, la prochaine vidéo que nous présentons, c'est une vidéo qui, lors d'une émission qui s'appelle Holland Got Talent. Donc, dans cette vidéo-là, donc vous pourrez la regarder aussi de chez vous. Donc, le juge Gordon a adressé plusieurs commentaires racistes au candidat chinois qui s'appelle Xiao Wang. Moi-même, en disant au candidat chinois, je rentre aussi dans des stéréotypes parce que je ne sais même pas quelle est sa nationalité. Alors, donc voici quelques exemples de ces microagressions-là. Donc, il y a eu beaucoup d'exemples de stéréotypes culinaires. Donc, lorsque Xiao Wang a annoncé qu'il interprétait, par exemple, un air de l'opéra, donc Rigoletto de Verdi, donc Gordon a demandé, mais quel numéro allez-vous chanter? Numéro 39 avec du riz? Donc, et il y a aussi une imitation de l'accent stéréotypé. Donc, après la performance de Xiao Wang, Gordon a qualifié sa voix de surprise, donc en imitant un accent chinois, un accent stéréotypé. Et enfin, il y a eu aussi une réduction de l'identité de la cuisine parce que vers la fin, le commentateur a ajouté que honnêtement, c'est le meilleur chinois que j'ai eu depuis des semaines et ce n'est pas emporté. Et dans ce livre, et tout au long du show, on peut voir qu'on faisait beaucoup de stéréotypes, beaucoup de blagues sur le nom, etc. Et on peut voir que tout le monde riait au sein du public. Et ce qu'il faut comprendre dans cette présentation-là, c'est que souvent à l'école, on peut avoir des enfants qui se croient tellement drôles et qui sont tout le temps en train de faire des blagues stéréotypées, des blagues, des microagressions, des stéréotypes, etc. Et on peut voir qu'aux alentours, souvent, les autres élèves sont en train de rire. Et l'élève qui est victime, parfois, va même rire sans s'apercevoir parce que l'élève n'a pas d'autre façon de se défendre. Et j'explique souvent aux élèves que lorsque vous riez ensemble avec cette personne qui est en train de microagresser, qui est en train de faire des blagues, vous êtes en train de valider ce que la personne est en train de dire. Que la meilleure arme, c'est vraiment d'essayer toujours de sensibiliser la personne qui est en train de dire des choses, des propos stéréotypés. Donc, ce cas est vraiment un modèle qui nous montre à quel point il faut essayer de faire en sorte que les mots ont leur sens, que les blagues que les élèves font à l'école doivent se faire dans le respect et surtout ne pas microagresser. Donc, on va passer à la prochaine diapositive s'il n'y a pas de questions. Ceci sont les différentes formes de racisme que nous voyons très souvent à l'école. Donc, se moquer des accents ou de la façon dont les gens, les amis s'habillent, donc leur tenue vestimentaire. Il y a souvent des menaces et des violences physiques et des insultes et des actes très haineux. Parfois, on va avoir des amis qui vont écrire le mot à haine dans les salles de toilette, dans les toilettes. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est que
les mots racistes vont être utilisés sous forme de blague. Les élèves pensent que puisque c'est une blague, puisque c'est pour rire, ce qu'ils sont en train de dire n'impacte pas la personne à qui c'est adressé. Donc, on va passer à la prochaine diapositive pour... Alors, dans cette, ici aussi, il s'agit d'une vidéo où on vous la partage dans le clavardage, vous pourrez la regarder. Donc, il s'agit d'un cas où une présentatrice de télévision compare un collègue afro-américain à un gorille. Donc, ceci illustre donc une forme vraiment de racisme ordinaire, même si cette remarque était vraiment présentée comme une blague. Alors, donc, il faut comprendre que ce type de commentaires, donc, qu'ils soient intentionnels ou non, perpétuent ici donc des stéréotypes profondément racistes dans l'histoire du racisme. Donc, il s'agit vraiment des situations où on a très souvent déshumanisé les personnes noires en les comparant à des animaux. Alors, on va avancer à la prochaine diapositive. Mais ce qu'il faut comprendre, que cette comparaison a beaucoup été utilisée pendant la période de la colonisation d'Afrique par les pays européens. Donc, c'était une période qui a débuté au 19e siècle et s'est poursuivie jusqu'au 20e siècle. Et ce qu'il faut comprendre, ce que j'explique aux élèves, donc il est important de revenir dans l'histoire et montrer que pendant cette période-là, les colonisateurs ont imposé leur culture, leur langue, leur religion et leur système politique aux peuples africains qu'ils ont considérés souvent comme des personnes inférieures, arriérées, barbares, etc., et incapables de se gouverner eux-mêmes. Donc, c'était vraiment une période où ils exploitaient les ressources naturelles et humaines de l'Afrique et pratiquaient de la ségrégation, de la discrimination et même du génocide. Donc, l'idée, c'est vraiment d'expliquer que cette comparaison appartient à une autre époque. Et malheureusement, même aujourd'hui dans le sport, on voit de plus en plus ce type de comparaison où quand les joueurs noirs touchaient le ballon, les supporters adverses, pour les déstabiliser, vont faire des cris de singe ou jeter des pots de banane. Donc, il est important que nos élèves ne continuent pas de perpétuer ces stéréotypes-là, parce que là, on a beaucoup de situations, souvent dans l'autobus, où des élèves vont traiter d'autres élèves de monkey, etc. Donc, et ces élèves, pour eux, ce sont des blagues, ils ne comprennent pas la portée de ces mots. Donc, c'est très important de leur rappeler l'histoire, de rappeler que ce sont des mots qui ont été utilisés dans le passé et que quand on traite quelqu'un de singe, on est en train d'essayer de déshumaniser cette personne puisqu'on ne la considère plus comme un être humain. Et ce mot singe a une histoire. Il faut expliquer que ça a une histoire parce que un collègue m'a expliqué que eux, ils appellent leur enfant monkey parce qu'eux, ils sont des personnes blanches et ils appellent leur enfant monkey et que c'est affectueux. Et j'ai essayé de l'expliquer que pour nous, les Noirs, les personnes noires, lorsqu'on utilisait ce mot-là envers nous, ce n'est certainement pas affectueux et ça a une histoire. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser, de s'expliquer et de comprendre, de contextualiser. Alors, un mot qui est très souvent aussi utilisé, c'est le mot en haine, qu'on entend très souvent dans nos écoles. Donc, j'interviens encore une fois dans nos écoles pour sensibiliser par rapport à ce mot-là. Et là, on a une vidéo d'un collègue direction d'école qui expliquait que quand il était directeur dans une école et que dans la zone de jeu sur le sable, il a reçu un accueil chaleureux avec ce mot-là. Donc, et donc, c'est vraiment un mot qu'on entend souvent. On l'entend très souvent dans les chansons et c'est très souvent utilisé aussi par les élèves noirs eux-mêmes. Alors, ce qu'il faut comprendre, si on peut passer à la diapositive suivante, c'est que ce mot a été beaucoup utilisé pendant la traite transatlantique des esclaves qui a commencé au XVIe siècle et a duré jusqu'au XIXe siècle. Et donc, cette pratique-là consistait donc à déporter des millions d'Africains vers les Amériques, les Antilles et l'Europe, où ils étaient réduits à l'esclavage et exploités pour leur travail. Donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchands d'esclaves et leurs propriétaires et les propriétés d'esclaves
considéraient les Africains comme leurs biens, comme des choses ou des animaux et non comme des êtres humains. Et ils les attribuaient vraiment des caractéristiques négatives comme l'infériorité intellectuelle, la paresse, la laideur, etc. Donc, ce mot en haine qui est utilisé là, avec cette affiche-là que je vous montre, j'essaie d'expliquer aux élèves parce que quand j'étais dans une école secondaire où j'avais les 7-8, à l'occasion on créait très souvent des affiches publicitaires pour vendre, pour faire des campagnes de levée de fonds, vendre des pralines, des chocolats, etc., pour nos voyages humanitaires. Et donc, on faisait des affiches pour vendre. Et donc, j'essaie d'expliquer aussi qu'à l'époque de la traite négrière, lorsque les esclaves arrivaient en Amérique, on faisait aussi des affiches. Et le mot qui a été utilisé, c'est le mot en haine. C'est ce mot-là qui signifie le mot de l'esclavage. Donc, le mot haine signifie esclave, et c'est un mot péjoratif. Donc, j'essaie vraiment de leur expliquer, de rentrer dans l'histoire pour leur expliquer que c'est un mot péjoratif qui a toujours servi à inférioriser, à dévaloriser, et c'est un mot qui a servi à asservir, donc un mot péjoratif et raciste. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à l'époque de l'esclavage, donc sur les inventaires des plantations, c'est le mot à haine, donc le mot nègre, qui est utilisé et qui est exactement synonyme d'esclave. Donc, les Noirs, et les études ont montré aussi que les Noirs, donc les esclaves qui au cours de l'histoire sont morts assassinés, donc qui ont été lynchés, le dernier mot qu'ils ont entendu a été le mot à haine, donc le mot qui est le mot de l'insulte de la personne raciste qui était en train de commettre son crime. Donc, le mot à haine est vraiment profondément attaché à l'histoire des personnes noires. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Alors, mais on va souvent me dire que les élèves noirs eux-mêmes utilisent ce mot, donc mécanisme de défense. Effectivement, je suis allé dans des écoles où les élèves utilisaient eux-mêmes et ils me disaient que puisqu'ils partagent les mêmes formes de discrimination, ils trouvaient judicieux d'utiliser ce mot parce que ça leur permettait de se retrouver en cercle safe et de se protéger. Et j'ai expliqué aux élèves qui ne pouvaient pas utiliser ce mot. Je leur ai expliqué l'histoire de ce mot et je leur ai expliqué que s'ils veulent avoir un espace sécuritaire, ils pouvaient utiliser d'autres mots, ils pouvaient utiliser trouver d'autres façons de le faire, mais ce mot n'était certainement pas un mot approprié puisque la signification de ce mot ne peut être détournée pour autre chose. Alors, on va passer à la prochaine diapositive. Certains élèves vont me dire, oui, mon ami noir m'a dit que je peux utiliser le mot à haine. D'abord, ton ami noir ne représente pas toutes les personnes noires. Et c'est pareil pour tous les autres mots. Des élèves utilisaient aussi le mot autiste, autistique. Donc, et un élève m'a dit, mon cousin est autiste et il me dit que je peux utiliser ce mot. Encore une fois, donc l'autisme, c'est une condition neurologique qui atteint les personnes de différentes façons. Et on ne peut utiliser ce mot puisqu'on est en train d'être insultant par rapport aux personnes qui sont atteintes de ces conditions-là. Et ton cousin ne représente pas les personnes qui sont les personnes autistes. Donc, personne ne peut te donner l'autorisation d'utiliser un mot qui microagresse ou un mot à connotation raciste pour d'autres personnes. Et la bonne question qu'il faut toujours se poser, c'est pourquoi est-ce que tu veux tant utiliser un mot qui est raciste, un mot qui est dévalorisant pour d'autres personnes, un mot qui microagresse d'autres personnes. On va passer à la prochaine diapositive. Alors, donc, une fois que tout ceci est expliqué, que les élèves ont compris l'impact des mots, ont compris que les mots, l'importance de choisir des mots, puisque c'est grâce à les mots ont leur sens. Avec ces mots, ils peuvent bâtir des espaces sécuritaires où chaque élève se sent aimé, apprécié et valorisé. Mais avec ces mêmes mots, ils peuvent créer des chicanes et rendre l'école désagréable pour d'autres élèves. J'essaie de leur expliquer maintenant que ces microagressions, ces stéréotypes et le racisme peuvent avoir un impact sur les personnes.
qu'est-ce que ceci peut faire si on a l'habitude d'être microagressé, stéréotypé, on a l'habitude d'entendre des propos racistes, qu'est-ce que cela peut avoir comme effet sur la personne? Donc, le premier aspect que je souligne toujours, c'est vraiment le fait que ceci peut faire baisser l'estime de soi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les élèves qui subissent régulièrement des stéréotypes peuvent commencer à croire les stéréotypes négatifs qui leur sont attribués. Ils peuvent penser qu'effectivement, ces stéréotypes sont réels et cela peut affecter leur estime de soi et leur confiance en eux. Donc, ceci peut les empêcher de s'épanouir pleinement dans les espaces scolaires. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que ceci peut causer des problèmes de santé mentale. Donc, ces préjugés peuvent entraîner des effets qui sont vraiment psychologiques, négatifs, tels que, par exemple, le stress. Un élève peut être souvent stressé sans qu'on s'aperçoive, sans qu'on se rende compte pourquoi est-ce que cet élève est tout le temps stressé. Cet élève peut être anxieux, donc peut vraiment ressentir beaucoup d'anxiété. Et ça va jusqu'à la dépression. Et d'autres, ça va tout affecter la santé mentale. Donc, ces effets peuvent vraiment avoir des conséquences à long terme sur le bien-être des élèves. Et ce n'est pas parce qu'on est en train de rire, et pas parce que ces élèves-là n'ont pas de défense. Ce n'est pas parce que ces élèves rient avec nous que finalement, ces élèves se sentent bien. Donc, il faut vraiment faire attention sur les mots que l'on utilise. Encore une fois, et l'autre aspect, c'est que ça peut causer un stress émotionnel. Donc, encore une fois, on parle de microagression, on parle d'intimidation, on parle de stéréotypes, on parle de racisme, on parle de tout type de discrimination et que cela peut provoquer des stress émotionnels chez les élèves. Donc, les élèves peuvent se sentir parfois blessés, tristes, en colère ou frustrés en réaction à ces commentaires ou à ces actions là, qui sont souvent subtiles. Et ceci peut donc perturber leur bien-être émotionnel. Donc, que ces élèves prennent conscience. Donc, l'idée de sensibiliser nos élèves, c'est de faire en sorte que nos élèves prennent conscience de l'impact de ces mots discriminatoires envers les autres élèves. Alors, ceci aussi, j'ai parlé ici des effets, du fait que ça peut causer des effets cumulatifs. Donc, ces propos donc, discriminatoires peuvent s'accumuler au fil du temps. Donc, les élèves peuvent ressentir une véritable pression constante de devoir faire face à ces comportements. Un élève qui va à l'école, il sait que dans l'autobus, quelqu'un va me microagresser. À l'école, quand l'enseignante ou l'enseignant va tourner le dos, quelqu'un va me dire un propos stéréotypé. Et quand je serai dans la cour de récréation robolote, on va me redire autre chose. Donc, tout ceci peut entraîner vraiment de l'anxiété, de la dépression et une diminution de l'estime de soi. Et finalement, ceci va impacter les résultats scolaires. Donc, les élèves qui sont perturbés émotionnellement par ces types de microagressions, ces types de stéréotypes de discrimination, peuvent vraiment avoir du mal à se concentrer en classe et à réussir académiquement. Et pourtant, l'école est l'endroit où les élèves sont censés s'épanouir, sont censés être dans un espace sécuritaire, un espace sain. Et malheureusement, à cause de toutes ces discriminations, les élèves ne peuvent pas s'épanouir. Alors, donc, on va passer à la prochaine diapositive qui consiste à réfléchir sur comment lutter contre ces stéréotypes. Alors, dans un premier temps, l'idée, c'est vraiment d'intervenir. J'insiste sur le fait que lorsque, entre élèves, vous entendez des propos qui victimisent une personne, très souvent, il n'y a pas d'adultes bienveillants autour de vous, puisque les élèves ne vont pas vous dire ces mots-là souvent devant les adultes. Donc, il vous appartient à vous. Donc, n'hésitez pas à dire que ce que tu dis n'est pas acceptable. Donc, en disant cela, vous êtes en train d'aider la victime et à se sentir bien. Donc, il n'y a qu'à faire l'expérimentation. Toutes les fois où nous avons été victimes de microagressions ou de propos discriminatoires, s'il y a eu une personne qui nous a porté secours et qui nous a défendus, on se sent beaucoup mieux. Et parfois même, ce qui va le plus nous toucher, ce n'est pas les propos qu'on a entendus, mais la personne qui a été là pour nous défendre. Et souvent, c'est ce qui nous touche le plus. Donc, l'importance
je mets la focale sur le fait que c'est très important d'être là pour les victimes. Et qu'il est très important, non seulement de dire à la personne que ce n'est pas acceptable, mais on peut aller voir un adulte par la suite pour lui informer de la situation. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il faut éduquer vos pairs. Donc, partager des informations sur les conséquences des propos que cette personne a dit. Lui dire, est-ce que tu sais que tes propos-là peuvent faire en sorte que la personne se sente ait une baisse d'estime de soi, que la personne ait des problèmes de santé mentale, que ça peut lui poser des problèmes des stress émotionnels, etc. Donc, c'est très important d'éduquer les pères. Et quand on fait ça, on est en train, donc les élèves, encore une fois, quand ils font ça, ils sont en train de montrer par leur de là qui sont au modèle, par leur comportement qui sont au modèle. Donc, et qu'ils respectent la diversité et qu'ils traitent tout le monde avec gentillesse. Très important. Alors, et je dis aussi aux élèves qu'il faut apprendre à s'excuser. Donc, s'ils ont fait une remarque offensante envers une personne par inadvertance, il est très important de s'excuser sincèrement et de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Très souvent, nos élèves vont s'excuser, mais 3 heures ou 4 heures ou 2 ou 3 jours plus tard, ils vont refaire la même chose à une autre personne. Et je leur explique que si tu t'excuses de façon sincère, cela veut dire que tu as appris de tes erreurs. Et si tu as appris de tes erreurs, cela veut dire que tu dois faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Si 3 ou 4 jours plus tard, tu refais la même chose à une autre personne, tu redis la même chose à une autre personne, je doute que tes excuses aient été sincères. S'excuser sincèrement, c'est apprendre de ses erreurs et faire en sorte que ceci ne se reproduise plus dans le futur. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'expliquer toujours aux élèves. Alors, on peut passer à la prochaine diapositive. Alors, donc, ceci est notre dernière diapositive qui insiste vraiment sur l'idée de faire la promotion de la diversité. J'ai dit que nos écoles sont de plus en plus diversifiées, que les élèves qui fréquentent les systèmes franco-ontariens sont issus de 175 pays, et que ces 175 pays, que ces élèves-là parlent 75 différentes langues et qu'il est important que l'école s'habitue à cette diversité culturelle et linguistique. Alors, il est très important aussi d'avoir quelques stratégies pour nos élèves. Donc, afficher la diversité. Donc, ceci passe par l'idée, le fait de créer des affiches, des panneaux d'affiches ou des projets artistiques qui mettent en avant la diversité culturelle à l'école. Ceci nous permet d'apprendre davantage les uns des autres. Si j'apprends de la culture et il y a un concept que j'aime bien, le concept de l'humilité culturelle, qui consiste à respecter la culture de l'autre, à ne pas se croire supérieur ni inférieur, mais à respecter cette culture et à apprendre de cette culture. Ceci nous permet d'avoir beaucoup moins de préjugés. Ceci nous permet de comprendre davantage et de ne pas rire de la nourriture de l'autre, de sa façon de s'habiller, parce qu'on a appris à comprendre sa culture, sa trajectoire et son expérience. L'idée aussi de créer un mur de l'inclusion est très importante, parce que en faisant cela, nous allons mettre en place des stratégies qui nous permettent d'inclure tout le monde. Donc, mettre en place un mur où les élèves peuvent écrire des messages positifs sur la diversité et l'inclusion permet d'avoir plus d'ouverture. Et ceci est aussi valable pour le personnel enseignant dans nos écoles. Des fois, on ne se connaît pas. Et pour mieux se découvrir, peut-être que chaque semaine, un enseignant est mis en valeur et tous les autres membres devront trouver quelque chose qui les met en valeur. Donc, si moi, je ne connais pas bien cette personne, c'est peut-être l'occasion pour moi de discuter davantage avec cette personne pour mieux comprendre, pour mieux connaître cette personne et avoir quelque chose à écrire par rapport à cette personne. L'idée de présenter des exposés est aussi très intéressant parce qu'en organisant des exposés sur différentes cultures, origines ethniques, on peut partager des informations
et encore encourager la compréhension. Ceci va dans le même sens que l'idée de l'humilité culturelle, de la connaissance des uns et des autres. Et nous en avons besoin dans nos écoles puisque ceci nous permet, encore une fois, de mieux vivre la diversité. Alors, donc, promouvoir la diversité, j'insiste aussi sur le fait qu'il est important de présenter des exposés sur les différentes cultures et sur les différentes origines ethniques. Nous, au sein de notre conseil, on a créé un continuum d'apprentissage de la maternelle à la 12e année. Et donc, les élèves de la maternelle à la 3e année apprennent à célébrer la diversité, l'unicité de tout un chacun, comprennent que chacun est différent et que le fait que chacun soit différent, c'est ce qui permet de faire en sorte que l'école, c'est ce qui permet d'enrichir nos écoles. Je prends souvent l'exemple de crayons de couleur avec plusieurs couleurs et ça, c'est ce qui permet, dessiner avec des crayons de couleurs différents, ça permet d'apporter plus de gaieté, ça permet d'apporter plus de couleurs, n'est-ce pas? Excusez-moi de la redondance. Et l'idée aussi de promouvoir une lecture diversifiée permet de voyager, permet de connaître de découvrir plusieurs pays. Donc, ceci aussi permet de mettre en exergue des personnages et des histoires issues des différentes cultures. Donc, vraiment promouvoir cette diversité-là pourrait en tout cas, une fois, aider nos élèves à mieux comprendre, à mieux se comprendre les uns les autres et ceci permettrait en tout cas, on espère que ça permettrait de réduire les différents types de conflits parce qu'on se comprend mieux et on va vers un même objectif. Ah, donc, voici de façon ramassée donc, les interventions que nous menons très souvent dans nos écoles. Et encore une fois, nous intervenons parce que les directions font des demandes de services par rapport à ces problématiques qu'ils rencontrent dans leurs écoles. Et nous, de façon contextualisée, nous arrivons là non seulement pour sensibiliser, parce que le but, c'est dans un premier temps, effectivement, de sensibiliser, parce que les élèves nous disent toujours « Oh, j'ai utilisé ce mot, mais je ne comprends pas le mot. » Ou alors, c'était juste une blague et que la personne qui se sent victime n'a pas le sens de l'humour. Donc, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les élèves à ne pas banaliser ces mots, puisque ces mots, quand ils sont utilisés, rendent d'autres personnes tristes. Ces mots, quand ils sont utilisés, affectent l'identité culturelle d'une personne. Donc, on essaie vraiment de sensibiliser pour que nos élèves utilisent des mots. Encore une fois, on sensibilise toujours sur le pouvoir des mots, pour que nos élèves utilisent des mots qui unissent, des mots qui permettent de bâtir des relations saines et authentiques, plutôt que des mots qui divisent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, puisqu'on a fini 10 minutes à l'avance, donc ceci vous permet de poser des questions si vous en avez, ou alors de visualiser les vidéos que je n'ai pas voulu vous laisser le temps de visualiser pendant que j'ai présenté, puisque je ne savais pas si le temps pouvait me le permettre. Bon, merci Xavier. Donc, avant qu'on prenne les questions, que ce soit dans le clavardoir ou vous pouvez ouvrir votre caméra et prendre le micro, sachez que je viens de déposer dans le clavardoir le lien vers le sondage SurveyMonkey pour ce qui est du colloque TAC 2024-2025. Donc, si ceci est votre dernier atelier, vous allez voir, il y a une petite question spéciale là, si c'est le dernier. Donc, je vous invite à remplir ce sondage-là. Ça nous permet d'avoir de la rétroaction pour pouvoir, entre autres, améliorer le colloque en prévision de février. Donc, merci Xavier. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour Xavier? Moi, je ne vois rien dans le clavardoir jusqu'à présent. N'hésitez surtout pas. On va rester en ligne jusqu'à 1h50 au cas qu'il y a des gens.
qui veulent poser des questions à Xavier? Merci pour les commentaires dans le clavardoir. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de colloque. Merci. Merci tout le monde. Oui, Monsieur Hull, vous pouvez prendre la parole? Ben oui. Alors, écoute, premièrement, Xavier, merci beaucoup pour cette présentation. Je trouvais très intéressant. C'est juste dans ma tête la question de micro-agression. Je comprends que c'est petit, mais si on le fait plusieurs fois, ça devient gros, là. Fait donc, c'est pas parce que c'est micro-agression que c'est pas grave, je pense. C'est ça que je comprends, là. Xavier, est-ce que tu as bien compris la question, M. Hull? Oui, oui, tout à fait. On fait vraiment la distinction entre les microagressions parce que parfois, quand j'ai fait mes présentations, par rapport au fait, par exemple, que une fois, j'ai donné l'exemple du fait que je m'adressais à un collègue qui avait un nom compliqué à prononcer pour moi et je lui ai dit, bon, ton nom est trop compliqué et j'ai voulu l'abréger. Et je sais que ce collègue m'avait dit, fais l'effort de bien le prononcer. Mais en lui disant que ton nom est compliqué, j'étais en train plus ou moins de le microagresser puisque j'étais en train de lui dire que ton nom qui est issu de l'immigration, etc., etc. Et c'est petit là. Mais la difficulté, c'est que parfois, dans cette même présentation, il y a une personne qui avait un nom qui est aussi, dont les personnes ont souvent la difficulté à prononcer. Et cette même personne m'a dit, je ne vois pas en quoi c'est une microagression parce que pour moi, les gens n'arrivent pas à le prononcer et ça ne me dérange pas. Et donc, ce sont des petites choses. Donc, il y a des microagressions qui sont beaucoup plus prononcées. Peut-être on devrait les appeler macroagressions ou même des microagressions qui sont du racisme puisque on est en train d'imiter l'accent d'une personne. Mais il y a certaines qui sont vraiment très petites et que très souvent, ça suscite un débat parce qu'il y a certaines personnes qui vont se dire non, pour moi, ce n'est pas une microagression, je l'accepte. Et d'autres sont beaucoup plus sensibles, vont dire non, moi, je me sens microagressé parce que suivant mon parcours, voici ce que j'ai subi quand les gens me parlaient de cette façon où les gens prononçaient très mal mon prénom. Donc, c'est ça. Donc, il y a souvent un débat et c'est pour cela, ce sont des microagressions. Il faut comprendre que c'est peut-être petit pour toi et pour certains, c'est pas grave. Pour certains, il n'y a aucun problème. Et pour d'autres, il y a un problème. C'est pareil pour le nom. Le nom. Tu viens d'où, etc. Beaucoup de gens ont du mal à se dire, oh, c'est une microagression parce qu'on veut juste savoir d'où est-ce que tu viens. Et d'autres personnes vont dire, oh, pour moi, c'est comme une piqûre de moustique parce qu'on vous pose très souvent cette question-là et qu'on est toujours en train de me différencier et que je n'ai pas envie qu'on passe le temps à me différencier. Donc, et je comprends, ce sont des petites choses, ce sont et puis il y en a qui vont me dire, ouais, mais finalement, on ne peut plus rien dire parce que les gens sont devenus sensibles. Oui, il y a des gens qui ont longtemps été marginalisés et qui de plus en plus s'affirment et qui ont beaucoup subi certains types de microagressions et qui ne veulent plus qu'on leur parle comme ça. Donc, il faut vraiment avoir ce dialogue-là à chaque fois de façon bienveillante, expliquer pourquoi une personne peut se sentir microagressée et pourquoi, pour la même chose, une autre personne ne se sent pas du tout microagressée. Xavier, il y a justement une question dans le clavardoir à ce sujet-là, puis je la lis, OK? Donc, oui. Dans l'exemple de demander d'où viens-tu, j'ai de la difficulté à le voir comme une microagression.
c'est un intérêt envers l'autre aussi, non? Il y a un Oui. point d'interrogation à la fin. Oui, tout à fait. Moi, on m'a très souvent posé cette question et je ne l'ai jamais pris pour une microagression jusqu'à ce que je devienne conseiller pédagogique, équité, diversité, inclusion, que je suive plusieurs formations et j'ai compris pourquoi certaines autres personnes pouvaient le trouver comme une forme de microagression parce que ce sont des personnes qui sont nées ici. Moi, je ne suis pas né ici, je suis né au Sénégal. J'ai fait mes études en France, je suis arrivé ici et donc je suis habitué à cette ouverture d'esprit-là et que personnellement, à chaque fois qu'on me pose cette question-là, je ne la prends pas comme une microagression, je suis d'accord avec vous, mais je veux aussi qu'on puisse comprendre les personnes qui peut-être sont nées ici et à qui on a très souvent posé cette question-là et qui n'ont pas envie qu'on leur différencie à chaque fois. C'est là où c'est très important de comprendre. Ou alors, encore comme les piqûres de moustiques, quelqu'un à qui on a posé plusieurs fois la question et qui est fatigué et qui se dit, ben, écoutez, ça fait la 5e fois qu'on me pose cette question. Et parfois, même la question qui te pose la question n'est pas si intéressé que ça. Il voulait juste... enfin, donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est un débat en constante évolution et que le plus important, ce n'est pas l'intention de la personne qui pose la question, mais l'impact que ceci a sur la personne à qui ça a été posé. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que la personne qui m'a posé cette question-là puisse comprendre en quoi est-ce que ceci peut être une microagression. En quoi est-ce que la personne peut se sentir différenciée par rapport aux autres qui sont là, à qui on n'a pas posé cette question-là. Est-ce que, alors, on pourrait demander à la personne, est-ce que je peux te demander la question d'où tu viens ou même pas? Parce que pour certaines personnes, ce que j'entends, c'est que ils vont ressentir une microagression, puis pour d'autres, non. Fait que techniquement, moi, comment je le sais? Mais il faut toujours poser la question. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas demander à une personne d'où est-ce qu'elle vient. Et on est toujours dans l'apprentissage. C'est l'humilité culturelle. S'intéresser à une personne, ça permet de comprendre sa culture et d'interagir. Il faut poser la question. Il faut la poser, mais j'ai dit qu'il faudrait aussi comprendre quand la personne estime que c'est une microagression. Si nous, on est averti que la personne peut le prendre comme une microagression, on est beaucoup plus utile pour discuter avec la personne. Mais c'est une question tout à fait légitime qu'il ne faut pas arrêter de poser. Mais il y a un contexte dans lequel on la pose. Il faudra peut-être bâtir déjà les prémices avant de poser la question. Mais c'est une question intéressante qui permet d'apprendre davantage sur la culture de la personne. Donc, non, il faut continuer à être ouvert par rapport à la culture des autres. Alors, peut-être que je n'ai pas compris, mais alors, mettons que je te rencontre, là. Oui. Puis je manifeste un intérêt, puis garde, j'ai adopté 3 enfants, puis il y en a 2 qui viennent de pays étrangers. Fait que moi, l'origine d'où tu viens, c'est une question naturelle. Alors, avant d'arriver, parce qu'on ne se connaît pas, là, mettons qu'on ne se connaît pas, je devrais faire quoi là, pour arriver à te poser la question? Je te demande-tu la permission? Je fais quoi? Non, ce n'est pas vraiment une question de demander la permission. Nous sommes dans une discussion où nous avons déjà établi un contact, n'est-ce pas? Où tous les deux, nous sommes déjà dans un dialogue. Aussi longtemps que la discussion est bienveillante, cette question peut être posée. Ah oui, OK. Donc, c'est question de bienveillance. C'est ça. J'ai pas l'intention de te dénigrer en te posant la question, Xavier, d'où viens-tu? Justement, c'est ça. Ah oui, OK, là, je comprends. Ça a pris du temps, alors il ne faut pas me micro-agresser parce que ça a pris 3 fois avant que je comprenne. Merci beaucoup. Et puis, ma dernière question, puis après ça, j'arrête là. Est-ce que tu donnes des présentations, parce que là, ta formation aujourd'hui était axée, souvent tu nous as dit, quand je rencontre des élèves, hein, quand je rencontre des élèves comme... Oui. Est-ce que tu donnes des formations aux adultes, genre des exemples entre adultes? Oui, ça dépend de la formation parce que là, cette formation-là, c'est une formation de sensibilisation pour les élèves. Donc, je la donne dans un amphi où je prends des groupes.
Il y a aussi des formations parce que les demandes de services se font aussi par rapport au personnel diversifié. Donc, Oui. ça dépend de la formation, mais on fait sur les biais inconscients, on fait sur des études de cas sur la diversité à l'école, sur la discrimination à l'école par rapport au personnel ou par rapport aux différents types de secteurs, sur les préjugés qu'on peut avoir, etc. Donc, on a vraiment toute une panoplie. Ça dépend du contexte et ça dépend de la demande de nos écoles. Mais on reçoit beaucoup de demandes de services. Et donc, oui, on intervient vraiment à la fois pour les élèves, pour le personnel et même aussi pour les parents. Parce que parfois, les parents pensent que quand on intervient dans les écoles, on cache ce qu'on va dire parce que pour eux, c'est toujours synonyme de la question de LGBTQIA+. Bien évidemment, on a des formations sur la question des LGBTQIA+. Et très souvent, les parents sont réticents. Donc, parce qu'on envoie des lettres aux parents pour qu'ils signent, pas pour qu'ils signent, pour les informer que nous, l'équipe Équité, Diversité et Inclusion, va intervenir dans l'école pour parler des questions liées à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Et souvent, les parents sont réticents. Donc, on a aussi développé des formations pour les parents pour leur expliquer ce que nous faisons en classe. En gros, on a transformé un défi en une opportunité d'éduquer les parents aussi. Excellent. Hey, merci. Je vous en prie. Merci, Xavier, pour le temps que tu as accordé, puis merci pour ton atelier. Je souhaite une bonne fin de journée puis un bon fin de colloque à l'ensemble des participants. Merci, bonne fin de journée. Merci.